système de partage de règles un peu génériques collaboratifs sur Internet. Comment tu l'as dit en fait? Il vient avec une tonne de règles et si la règle que tu as développée est vraiment générique, en fait tu peux la sourcer à l'IBM et tu as des gens assez bons qui vont vérifier que ce que tu as fait est logique. Et qui vont assez vite trouver si tu as oublié les pièces différentes. C'est bien que ce soit un user qui a du code mining, qui génère des règles automatiquement, qui arrive à analyser le contexte fonctionnellement parlant, à lier ça à la sémantique vraiment des objets. Je suis pas au courant de trucs comme ça. Mais peut-être que tu viens de citer le truc qui va tout changer dont je parlais, que je voyais pas encore venir. Est-ce que c'est tout ce que tu as annoncé, on peut le retrouver en ligne après? Si tout se passe bien sur l'enregistrement, oui. Sur le chaîne YouTube, on aura les liens en dessous. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore submité le code nulle part. Ce que je tentais faire, j'ai toujours en tête, c'est de faire des articles dessus qui découpent. Au pire, je publierai juste le code tel quel. Mais là, c'est pas forcément. Enfin, bon, je vais quasiment compenser le talk, ça fera avec. Maintenant que Fred vous a présenté les enjeux de Clang Tidy et qu'est-ce qu'on peut faire avec, moi je vais essayer de vous présenter une démarche. Je ne vais pas dire que c'est la démarche, je vais dire que c'est ma démarche qui permet de fabriquer des outils de refactoring. Donc là, l'intérêt, c'est pas forcément la transformation en elle-même que je vais essayer de vous présenter, c'est juste comment j'ai réfléchi pour pouvoir y arriver. Donc déjà, je vais me présenter, je suis Jérémy Demeul, développeur à Murex depuis une dizaine d'années, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais essayer. C'est quoi déjà le zoom? C'est pas le double doigt avec. Non, c'est pas le double doigt. Bon, c'est pas grave. Hop. On va utiliser autre chose. View, zoom, zoom, zoom. Hop. Donc moi, ce que je vais essayer de vous faire, c'est faire juste un... C'est pas ça. Hop. On va prendre un exemple. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que C++20 commence à être normalisé et qu'on va arriver sur l'utilisation. Un truc qui a vraiment été gros qui est arrivé dessus, c'est les ranges. Et je vais m'en servir comme exemple pour essayer de transformer des utilisations de la STL vers l'utilisation de range. Donc range, il y a différentes choses. Il y a les concepts, les définitions, enfin, tout un tas de machins. Et parmi les sous-ensembles, il y a l'utilisation des algorithmes sous forme de contraints. Donc, c'est-à-dire, par exemple, qu'on ne peut pas appeler std range sort sur des itérateurs qui viennent du list, par exemple. Et la deuxième chose qui arrive derrière, c'est l'utilisation de ces mêmes algorithmes directement sous forme de range. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est de pouvoir transformer des utilisations simples qui est copy vers son équivalent range qui sera range copy en utilisant déjà les paires d'itérateurs et voir si on arrive à l'utilisation directement sous forme de range, donc en passant directement sur le conteneur. Donc ça, c'est l'objectif. Donc là-dessus, je vais partir sur la code line de LVM. Donc j'ai synchronisé la code line, je ne sais pas si vous voyez, c'est bon. Ouais. Il me manque le curseur. Dommage. Putain. Ouais. Bon, on va essayer de rester comme ça. Donc là, j'ai synchronisé la code line de LVM. Je l'ai compilé je l'ai synchronisé il y a une semaine et demie, à peu près, il y a 10 jours. Je vais juste
compilé sur ma machine, j'ai rien fait de particulier. Et on va essayer de rajouter un nouveau check à Clang Tidy. Donc déjà, on va se placer dans le répertoire de Clang Tidy qui est sous le répertoire extra de Clang. Et il y a un petit script qui est là, add new check, qui est là pour ça. Donc on va lui demander de fabriquer un check qui s'appelait modernize use ranges. Add new check moment help. Il va nous dire dans quel module on le veut. Hop. Modernize. Et je vais l'appeler use ranges. Et il va déjà faire plein de choses pour moi. Il va me fabriquer des fichiers, donc le check. Il va me fabriquer les docs, les documentations. Il va m'enregistrer mon check directement pour moi dans le module Clang Tidy. Et il va même updater le CMake-list. Il est plutôt sympathique. Et en même temps, il me fabrique un fichier de test. Donc en fait, je vais me servir de ce fichier de test pour zone de scratch où je vais pouvoir rajouter ce que j'ai envie. Donc si on prend dans la code line, hop, Clang Tidy, normalement je dois avoir un use ranges qui va apparaître, use range check, et dans les tests de Tidy, je dois avoir un fichier tout ouvert, use ranges. Donc là, déjà, il me fabrique un premier check pour moi. Je peux déjà essayer de le compiler. Donc là, il va me lancer CMake. Désolé, j'aurais dû le faire un tout petit peu avant. Bon, en attendant qu'il lance CMake, on va juste s'amuser avec Clang Tidy. On se dit qu'il y a plein de checks. Mais en fait, on peut les lister. Checks égale étoile. Liste checks. Et il y en a quelques-uns. Un petit peu. Encore. Donc ça, c'est tous ceux qui sont fournis de base. Donc ils font plein de choses. Il n'y a pas trop de redondance. Il y en a qui sont très spécifiques à Google, comme vous avez pu le voir. Il y a d'autres qui sont très spécifiques à d'autres projets. Et nous, on fait que de se rajouter là-dedans. Donc maintenant que la compilation est passée, je peux lui demander aussi de me lancer les tests. Donc j'ai configuré une petite tâche qui me lance les tests. Et ça me lance les tests et ça me dit que tout s'est bien passé. Donc en gros, il était assez gentil, il m'a fabriqué un fichier pour moi, avec directement du code qui compile, avec des tests et des tests qui passent. On va s'en servir un petit peu. Moi, les tests, ils ne m'intéressent pas trop ici pour l'instant. Je vais essayer d'avoir les miens. La bonne pratique quand on fabrique un checker et un test dans Clang Tidy, c'est d'avoir un fichier le plus autonome possible. Quand je dis autonome, c'est autonome total, c'est-à-dire sans utilisation de la lib standard ou de la libc qui vient à côté. Donc pas de gaz-include en fait. Il faut se retrouver avec le truc le plus bas niveau qui contient rien du tout de l'extérieur. C'est beaucoup plus facile. Ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une implémentation totale. On a juste besoin d'avoir principalement les interfaces pour que le code compile et réagisse comme le code qu'on target, qu'on veut essayer de changer. Donc ça ne sert à rien d'essayer de tout avoir. Donc là, je vais un peu tricher dans le sens où je vais copier-coller une implémentation par défaut de ce que je veux vérifier. Donc qu'est-ce que j'ai récupéré? J'ai récupéré quelques utilitaires de la STL, mon algorithme de copie. En fait, on voit qu'il ne fait rien, il me retourne juste l'output itérateur. J'ai quelques fonctions begin-end qui me font la même chose. J'ai ma classe vecteur qui contient rien à part la définition de begin-end. J'ai un peu de back-inserter pour m'amuser, pour avoir mon exemple qui va compiler. Et j'ai une micro implémentation de range copy qui est base à la fois sur des paires d'itérateurs et sur de range
qui est contraint sur rien, mais en fait j'ai juste besoin d'avoir les interfaces dans les namespaces correspondants. Avec ça, je peux commencer à fabriquer mon code de test. Donc je vais appeler copy 1. C'est des vecteurs de int, on va l'appeler v1. On va fabriquer un vecteur de sortie. Et on va faire, et c'est des copies de v1.begin, v1.end. Et on va le mettre dans un out. Et tant qu'on y est, on va aussi copier-coller ce test. On va l'appeler 2. Ici, on va le renommer. Hop. Et on va plus utiliser v2.begin, on va faire std.begin. Et là, on va appeler std.end. Hop. Donc ça va nous servir de code de base. Donc si je relance mes tests dessus, on peut s'imaginer que ça va être un peu tout rouge. Et qu'est-ce que ça nous dit quand il est tout rouge? Il nous dit que c'est un expected failure 1 avec tout un tas de machins et de messages. Parce qu'en effet, il était codé comme précédemment. Donc maintenant, on va essayer de récupérer de l'information sur notre code. Il nous faut de l'information pour pouvoir fabriquer notre matcher, notre transformation. Et pour ça, on a un outil qui est assez pratique, qui a été un peu présenté par Fred tout à l'heure, c'est ClangQuery. ClangQuery, c'est un moyen de fabriquer des requêtes un peu comme le XPath sur du XML, sauf que là, c'est des matchers sur de la ST. Et grosso modo, ça se combine pareil. Il y a déjà plein de matchers existants dans Clang. Je peux vous donner la liste ici. Peut-être un petit peu moins gros. Hop, il y en a plein. On peut se dire qu'on est un peu perdu, mais en fait, c'est assez simple à composer parce que chaque paramètre d'un matcher se combine avec la sortie d'un matcher précédent. En fait, on arrive à avoir quelque chose, rien qu'en lisant, ça fait vraiment comme une signature de fonction. On arrive vraiment à les composer. Après, c'est pas totalement magique et je conseille d'en avoir un en tête. Moi, j'en utilise toujours un. Je commence toujours par celui-là, qui est le function deck. Le function deck permet de me récupérer sur la déclaration d'une fonction. Et en gros, c'est quelque chose où je ne sais pas où je suis, je me rajoute une fonction, je rajoute du code dedans et je peux regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est vraiment mon matcher magique. Donc on va lancer ClangQuery sur notre query. Ensuite, j'ai pas celui-là. Et là, je vais lui demander de le lancer en mode C++17 et sans utiliser de libstl. Donc en fait, je suis vraiment sans rien. Et seulement, je ne suis pas dans le bon répertoire. Non, ça va être directement test. Voilà, je suis dessus. Hop. Et donc, on va demander mon premier matcher qui va être une function deck. Donc, si vous êtes sur un Unix ou un Mac, vous avez l'autocomplétion sur les matchers. Donc là, je vais lui demander function deck qui a comme nom asName, std, copy 1. C'est comme ça que j'ai nommé mon truc. Donc, on peut peut-être essayer de voir le code en même temps. Si je me récupère... Non, c'était pas celui-là. Bon, pourquoi pas. Non. Non, c'était pas ça. Bon. Hop, on va essayer de regarder le code en même temps. Et là, si je lui demande de matcher, il va me le retrouver. Hop. Donc il me donne ça. Par contre, il ne me donne pas ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, il suffit de lui demander de changer le type de sortie.
set output dump. Et si on réexécute le truc, ça va être un peu dur à lire, il va me donner déjà beaucoup plus d'informations. Il va me dire qu'il est sur une function dec, qu'il y a un component statement qui correspond à un body, puis des déclarations de variables, v1 et out, ce qui correspond bien à mes deux variables, v1 et out, puis une call expression sur, désolé, ça se voit pas très bien, sur un copy, et des arguments, enfin tout un tas d'autres choses qui viennent en dessous. En fait, déjà là, on a beaucoup d'informations. Excuse-moi. Oui. Comme query, en fait, comme il trouve le fichier, c'est donné en paramètre en ensemble, ça fait gaffe. Je vais donner en paramètre en le lançant. Je peux te le refaire si tu veux. Tac. Clang query, modernize use ranges, avec les arguments. En plus, enfin, quelques arguments en plus, parce que là, par défaut, il n'y a aucun argument. Donc là, je lui spécifie comme un compilateur ce que je veux en supplémentaire. Bon. Par contre, on récupère ça. Donc on a vu qu'il y avait une call expression dessus. Donc si on reprend, tac, il y a une call. Call expression qui est ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va essayer de trouver? On va essayer de trouver les appels à copy, les appels à une fonction qui s'appelle copy. En fait, on va essayer de lui écrire ça. Hop. Donc on va lui demander de matcher une call expression telle que l'appelée est une fonction déclaration qui a pour nom copy. Et là, il me trouve mes deux. C'est assez sympathique. On pourrait se dire qu'on va s'arrêter là. Mais bon, on va essayer d'être un peu plus d'enrichir un petit peu nos tests avec par exemple la même chose que c'est des copies, mais en utilisant directement range. R1, hop, steady, 2.2. Range, 2.2. Hop. On va le renommer. Hop, on va déjà essayer comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce que ça donne si j'essaye de refaire ce matcher-là avec mes fonctions range? En fait, il va me les trouver aussi. C'est pas tout à fait ce qu'on veut. Il va falloir être un petit peu plus précis sur la fonction qu'on cherche. Et là, pour ça, il suffit tout bêtement de lui demander s'il y a dans std copy. Hop. On a ce qu'on veut. Donc bon, on commence à avoir un matcher à peu près suffisant pour commencer à faire quelque chose. Donc en fait, on va récupérer notre matcher, puis on va aller voir qu'est-ce que nous a rajouté Clang dans son fichier à lui qui nous a créé pour nous. En fait, il nous a créé un fichier très simple qui contient un endroit pour enregistrer nos matchers et un endroit pour faire les transformations ou appliquer des transformations, ou tout le moins réagir à ça. Donc, clairement, par défaut, il essaye de rajouter le préfixe awesome. C'est pas tout à fait ce qu'on veut ici. Donc, on va le retirer. Et on va enregistrer ce que je fais. Donc, Finder, add matcher. On lui copie-colle directement le matcher quand je veux. Je vais lui donner un nom. Et on va le binder sur lui-même. Voilà. Donc là, maintenant, on a le matcher. Maintenant, on va essayer de le récupérer. Et pour le récupérer, il va nous les fournir dans result, dans l'ensemble des nodes de result. Call expression, qui a pour nom match. C'est sympathique. Maintenant, on va essayer d'en faire quelque chose. Par exemple, émettre un warning. Ça s'appelle un diagnostic à une certaine position.
get expression length, et là on va lui mettre un warning sympathique tel que qu'est-ce que j'avais prévu, des copies by std ranges copy, hop, on va le compiler. Donc là, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je lui ai demandé d'enregistrer un checker, un matcher, et quand il y a quelque chose, il essaye de m'appeler dessus en me mettant un warning. Donc on va essayer de regarder ce que ça donne si on appelle Clang Query dessus, Clang Taggy. Et là, je n'ai pas bien répété mon truc. Merde, non, c'était pas celui-là. Voilà, donc là on va essayer de lui lancer de la même manière que je lance le Clang Query. Je lui demande de désactiver tous les checks sauf le mien sur mon fichier de test en mode C++17 sans lib standard. Et là si je lance, il va me dire qu'à cet endroit-là et à cet endroit-là, il me met un warning, comme quoi il faudrait que je considère de remplacer state copy par sous-range copy. C'est pas mal. Si maintenant je lance mes tests, il devrait passer. Sauf qu'il passe pas. Parce que dans mes tests, il n'y a aucun check, il n'y a aucun assert en fait. Donc là, il faudrait que je lui en rajoute. Comment ça se rajoute? C'est assez simple. Check message. Là, la syntaxe est vraiment tordue, mais ne vous inquiétez pas. Copie. Donc là, qu'est-ce que je vais demander, grosso modo? C'est un assert supplémentaire où il faut qu'il vérifie qu'à la ligne précédente, colonne 3, donc en gros, il faudrait qu'il pointe son pointeur ici, et qu'il me sorte ce message-là. On va tenter. Hop, donc là, c'est pas bien vu, mais il m'a exécuté son test, et maintenant mon test est passé. Donc, grosso modo, je me suis assuré que ce qu'il a fait là est bien dans mon test. Ça commence à prendre forme. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est maintenant commencer à transformer notre code. Il ne faut pas tester qu'il y a begin le n, parce que si c'est un begin et puis si c'est pas le n, le même paramètre, le n. Ça dépend ce qu'on veut targeter. Si on veut targeter déjà l'utilisation des algorithmes contraints, on n'a pas forcément besoin d'aller jusque-là dans un premier temps. On va essayer d'y aller par étapes. Là, contrairement à ce que je viens de faire, on va commencer par le test et on va essayer de dire ce qu'on veut comme syntaxe. Donc là aussi, c'est un autre truc dans Clang, c'est check fix. Et grosso modo, je veux cette ligne-là. Là, c'est pas std copy, c'est std ranges copy.
Et maintenant, si je run à nouveau mon test, bah, il devrait être rouge parce que là, failure. Et qu'est-ce qu'il me raconte? Bah, il me raconte un peu sa vie, mais surtout qu'il n'a pas trouvé ce que je lui ai demandé. Grosso modo, si je range copie, bah, il ne trouve pas. Il ne trouve pas dans le fichier. Donc, il y a un problème. C'est sa manière de nous dire que le test est rouge. Mais en fait, ce qu'on a récupéré, c'est vraiment un point. Dans notre matcher, on a récupéré un pointeur sur la call expression. On n'a pas récupéré vraiment le nom de l'appel. Donc c'est un std copy, ça on en est sûr, mais on ne sait pas s'il a été aliasé, on ne sait pas plein de choses. Donc là, on va pouvoir lui leur demander un petit peu d'informations. Si on repasse en output diagnostic, dump, tout à fait. Et si on leur demande à nouveau des choses, bah on voit que la première chose sous le call expression, c'est pas directement la fonction, il y a des nœuds avant lui. Donc en fait, on va se baser là-dessus pour essayer de récupérer ce qu'ils appellent le declref expression, qui permet d'accéder à copy, donc récupérer son nom. Donc on va essayer d'enrichir le matcher pour ça. Donc on reprend notre truc. Et on va lui rajouter donc as c'est plus facile en ayant visibilité du nœud au-dessus. As un implicite cast expression qui a en dessous de lui un declref expression. Et ça, on va lui donner, on va faire un bind, et on va lui donner name. Donc, le bind est plein de choses, ça c'est pas bien vu, on va repasser un truc plus lisible. Donc là, j'ai toujours mon match global, qui est le route, et j'ai un autre match qui correspond juste au nom que j'ai envie de récupérer. Ce qui est ce que j'ai envie de faire en fait. Donc, hop, on récupère ce matcher. Je vais le mettre ici. C'est pas ça. Excuse-moi, j'ai Oui. regardé une marche là. Le bind, c'est pas vu ce que ça changeait sur le. Le bind, en fait, il rajoute une nouvelle sortie. D'accord. Si je mets pas de si je mets pas de bind, Ah, c'est le vert, d'accord, c'est le soulignage qui change. Ok, d'accord. si je mets, alors ça c'est le bind, c'est l'expression m'a demandé d'être matché, va me récupérer entièrement. C'est juste que je faisais la ligne et pas le souligne les titres. Et maintenant, en fait, on peut récupérer différentes parties. On peut récupérer n'importe quelle sous-partie de l'arc qu'on a matché en lui redonnant un nom particulier. Hop. Donc là, je recopie mon truc. Et je peux le récupérer à nouveau. Bref, expression, name. On ne l'utilise pas. Donc maintenant, on va essayer de l'utiliser. Et qu'est-ce qu'on va essayer de faire? C'est de fabriquer un fixit. Et là, on va essayer de faire un truc dangereux. Include Clang tooling. Il y a plein d'helpers dans Clang. Dans Fixit, il y a des choses assez sympathiques. Si je monte mon tooling, Fixit, create replacement match decl et on va appeler ça std range copy. À l'origine, dans Clang, c'est très orienté remplacement de caractère par caractère. Derrière, c'est toujours ce qui se fait, en remplacement du texte par du texte. Mais ils fournissent une API pour s'orienter un tout petit peu plus vers un remplacement de nœud d'AST par un texte. En fait, c'est ça qu'on lui a demandé. Je vais lui donner directement le nœud, et il va me remplacer le texte correspondant à ce nœud-là. C'est des petits trucs un
tout petit peu plus pratique. Donc si on relance Clang Tidy dessus, là, en plus de nous le souligner, parce qu'il va nous souligner tout ça, enfin, au lieu de nous mettre le curseur, il va en plus nous le souligner et rajouter une ligne en dessous. Cette ligne en dessous va correspondre à ce qu'il va vouloir remplacer. Par quoi il va remplacer tout ce qui a été souligné. Donc maintenant, si on relance notre test, run task, test, les tests devraient être verts. Donc là, test 1, expected past 1. Donc en fait, on a bien pu vérifier ce qu'on a voulu faire. Donc ça, c'est la première étape. Level 1 achieved. On va essayer de passer au niveau 2. Niveau 2 est un peu plus compliqué, parce que qu'est-ce qu'on essaye de faire? Si on reprend notre code, à niveau 2, on va essayer de remplacer les begin end justement par directement le conteneur. Ça commence à faire un changement un peu plus violent. En plus, on va essayer d'être gentil parce qu'on va essayer de vérifier que l'expression qui a permis d'accéder au premier itérateur correspond à l'expression qui permet d'accéder au end. Parce que sinon, bon, tant pis pour lui. On va essayer d'être un peu safe. Bon, déjà, on va passer sur des algorithmes contraints. Il peut déjà y avoir des erreurs en plus. On va essayer de ne pas tout casser d'un coup. Donc pour ça, il faut récupérer begin end. Donc, à quoi correspond begin end? Bah, encore une fois, moi, quand je ne sais pas, je regarde dans Clang Query. Là, le matcher va être un peu compliqué. En même temps, il va nous donner beaucoup d'informations. Je vais essayer de filtrer un tout petit peu plus pour le travail et de lister que la première fonction. Donc là, mon matcher, je le garde et je vais rajouter une petite... non, pas as parent, as ancestor. Donc là, je vais leur demander de filtrer mon matcher précédent tel que l'ancêtre est une fonction decl qui a pour nom std copy 1. Comme ça, quand je vous dis que celui-là, je m'en sers beaucoup. Donc set output dump. Et regardons ce qu'on a. Bon, en fait, on a que notre premier argument est ici, que notre... Enfin, le premier argument est ici, le deuxième argument est là, et le troisième argument est là. C'est copy, in, enfin first, second, output. Le premier argument, c'est un 66 member call expression sur begin qui pointe sur mon vecteur v1, et l'autre c'est end qui pointe sur mon vecteur v1. Ok. Ok. À quoi ça ressemble dans std copy 2? On ne sait jamais. Ça peut varier. Donc là, j'ai toujours mes trois paramètres. Mon premier call sur begin qui va pointer sur v2. Donc là, c'est plus des CXX member call expression, c'est directement des call expression pour les trois paramètres. Bon. Après, il faut avoir une petite connaissance de la ST Clang, pour le coup. C'est qu'un CXX member call expression dérive de call expression. Donc en fait, tout matcher sur call expression va pouvoir matcher CXX member expression. On va essayer de se baser là-dessus pour éviter de faire de la multiplication de matchers dans tous les sens et factoriser un petit peu notre truc. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de trouver? Bah, ça va être les appels à begin. Ok, ça on a déjà fait. Match call expression, tel que l'appelé est une fonction déclaration qui a pour nom begin. Output diag, ça sera plus lisible. Et là, qu'est-ce qu'il va nous trouver? Bah, il va nous trouver tous mes appels, que ce soit des membres ou des free functions. Il me trouve aussi celles que je ne veux pas remplacer, mais ce n'est pas forcément très grave. Les matchers, ce qui est assez sympathique, c'est qu'en plus de pouvoir leur donner des noms, on peut les mettre dans des variables. Donc là, je vais définir mon begin étant ça. Je vais définir aussi mon end étant le correspondant.
et j'ai dit qu'on pouvait les composer. Bah, on va reprendre mon binder général et on va lui demander des trucs supplémentaires. Donc là, on va lui demander que comme as argument 0, begin expression. Et as argument 1, end expression. OK. Et là, qu'est-ce qu'il me retrouve? Il me retrouve mon begin, mon end, mon name, sur la fonction que je lui ai demandé, qui était stdcopy2. Je peux demander la même chose sur stdcopy1. Il me retrouve mon begin, mon end, toujours mon name, sur stdcopy1. Donc mon matcher, il commence à être intéressant. Je vais le récupérer, je vais l'appliquer dans Clang. Hop. Et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc là, il me dit que begin end n'existe pas. C'est pas très grave, je la récupère. Donc maintenant que je les ai récupérés, je vais commencer à vouloir les manipuler. Et on va les manipuler, on va les récupérer dans le checker. Const auto étoile begin expression. Get not as call expression. Et là, qu'est-ce qu'on va chercher à faire? En fait, on veut récupérer vraiment l'intérieur. C'est soit l'argument quand c'est un appel de fonction, soit l'expression qui nous a permis d'accéder au begin. En fait, ça va être la même chose du côté end et begin. En fait, on va essayer de se fabriquer une fonction pour ça. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est une expression. Donc, const étoile find container. And call expression. Et là, il va y avoir deux cas. Il va y avoir deux cas en fonction de ce qu'on target. Donc en fait, on va déjà commencer par récupérer ce qu'on target. Const auto étoile. On reçoit get colis. Et là, nos deux cas vont commencer à arriver. C'est soit on était sur un call expression, soit sur un six member expression. Donc en fait, l'appelé va peut-être un petit peu différent. Ça sera un membre ou autre chose. Et là, on peut essayer de le caster. Pourquoi tu n'essaies pas de classer directement la call expression? C'est une bonne question. C'est juste que j'ai trouvé ce chemin plus pratique. Parce que je le trouvais plus pratique. Parce que dans tous les cas, il marche en fait. Je pense après, c'est une question de goût et de chemin qui permet d'y arriver. Il y a pas, enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas une recette particulière. Il y a différentes recettes. Il faut prendre celle qui nous intéresse le plus. C'est un synthetic number expression. Hmm. Number expression.
C'est même pas un call, c'est un colis. Hop. Oui, en hommage, je suis pas forcément très fort tous les jours. C'est pas Dynamic Cast? C'est Pas sur LVM, ils ont désactivé tout ce qui est RTTI. Ils ont leur propre RTTI. Du coup, tu mets pas le pointeur, tu mets juste Donc là, j'ai deux cas. Donc, premier cas, maintenant, je peux récupérer ce qu'il y a en dessous. Quand je suis sur un member colis, bah, en fait, j'ai plus qu'à retourner la base. Et ça me permettra d'accéder à ce qui m'a permis d'atteindre le point begin. Et dans le cas, bah, c'est juste un call expression. Et qu'est-ce qui m'intéresse? C'est son premier argument. C'est celui-là? Non, c'est... Mais en fait, bon, c'est sympathique et j'ai envie d'avoir un peu plus de vérification. J'ai envie de vérifier que ça soit bien les mêmes entre mon begin et end. Et pour récupérer un begin end, bah, en fait, je vais pas tricher, mais je vais récupérer ce qui existe déjà. Et c'est déjà fait dans un autre shake de Clang qui est les transformations des for loops en utilisant les for i blablabla avec les for range, for 2 points, conteneur, consauto, 2 points, quelque chose. C'est déjà fait à ce niveau d'endroit-là. Et dans les utils, ils me fournissent le truc. Et ça s'appelle if are same expression entre un contexte, ma first et ma seconde. Donc je vais prendre tout ça en paramètres. Le contexte aussi. Et si c'est les mêmes, si c'est pas les mêmes, parce que j'aime bien le early returns personnellement, bah, je retourne rien. Sinon, je retourne quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va lui passer? Bah, en fait, ça va pas être first tout de suite, ça va être... Container expression reçoit find container expression from. Non, c'est ce que je disais en fait, c'est que ça fait plus de frappe plus seconde avant. Oui. Le contexte, je le récupère depuis le résultat. Contexte. Là, je vais lui passer mon begin end expression, end expression. Et je vais réutiliser mon first ici, const auto star first reçoit find container from end expression. Et là, ça va être bien être first, seconde. Donc là,
Donc si c'est pas les mêmes, je renvoie rien. Si c'est les mêmes, je retourne n'importe laquelle des deux. De toute façon, elles seront identiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors, en fait, on va stocker le diagnostic. Autodiag reçoit ça. Si j'ai une container expression que j'ai pu calculer avant, on va lui faire quelque chose. Là, dans un premier temps, on va demander de tout dégager parce que moi, ça permettra de vérifier qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Fix in, create removal. Et on va demander de retirer tout ce qui se passe entre begin et end, tant qu'à faire. Ça sera fait. Char source range. En fait, tu vas me retrouver tous les source range qui correspondent au token get token range. Entre begin expression get begin lock et end expression get unlock. Virgule, on sauvegarde, ça formate. Et on va compiler. Et on va croiser les doigts. Et je vais boire un coup. Ça compile et ça link. Merveilleux. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de le lancer? Celui-là, ça sera mieux. Si je le relance, là il va me surligner deux autres parties, ça et ça. Et comme j'ai rien à côté, en fait il va juste les retirer. Ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on veut, mais on commence à s'en rapprocher. La question, j'ai pas trop perdu le monde. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va fabriquer un remplacement et pas une suppression. En fait, on veut le nom du conteneur. Const conteneur texte ou replacement text, on va l'appeler comme ça. Texte reçoit. Et là, on va demander ça gentiment. Et c'est dans je crois que c'est dans tooling, ça doit être ça, fix get texte d'un nœud. On va lui demander le texte de mon container expression, toujours avec mon contexte. Voilà, c'est ça. Et là, il me dit que je m'en sers pas, c'est normal. Create replacement. Et avec le replacement texte. Désolé. Ça compile toujours. Et si on le tourne à nouveau, là maintenant il va nous afficher V1, V2. Ce qui est grosso modo ce qu'on cherchait à avoir. Si on lance notre test, notre test est vert. Donc on a réussi Donc là, on a réussi à transformer une utilisation de paire d'itérateurs en utilisation de range. Bon, après, on peut continuer quasiment indéfiniment. Donc, je ne sais pas si vous voulez que je continue, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin. Ou peut-être... On va peut-être passer plutôt sur essayer comment l'appliquer de manière un peu plus générale. Parce que là, juste pour résumer, il y a plein de choses qui ne sont pas gérées. Le cas des pointeurs, c'est pas géré. On peut le montrer. Ça, par contre, je peux peut-être vous le montrer plutôt que vous le coder. Ça sera un peu plus parlant et un peu plus rapide. Donc, par exemple, si je reprends mes deux trucs,
Copie 3, on va l'appeler V3. Mais au lieu de faire un V3, on va faire un ULPTR. Enfin, on va faire un pointeur. Parce que le C++, c'est compliqué, vous savez. Et là, si on essaie de le réappliquer sur notre nouveau code, qu'est-ce qui va se passer? Quand ça sera l'utilisation de fonctions, ça se passe bien parce que l'expression qui est en dessous sera directement bonne. Par contre, si c'est un pointeur qui est accédé via une flèche, là on a perdu, il faut rajouter étoile devant, et une étoile qui n'existe pas dans le code que j'essaie de récupérer. C'est tout ce genre de petites subtilités-là qu'il va aller falloir rajouter dans les matchers, dans les checkers pour pouvoir avoir l'information. Une autre utilisation qu'on peut faire, là je vais faire un Ninja install, grosso modo j'écrase ce que je fais. Là on a donc pu fabriquer un matcher, et ce qui manque ce serait de pouvoir l'appliquer sur une code line un peu large. Donc pour pouvoir l'appliquer, Clang il va beaucoup se baser sur la compilation database. Je ne vais pas rentrer comment est-ce qu'on fabrique une compilation database ici. Grosso modo, si vous avez un projet sous CMake, vous l'avez automatiquement. Il suffit uniquement de l'exporter. Dès que vous compilez sur du Ninja ou sur du Makefile, vous pouvez l'avoir. Et grosso modo, il va se servir de ça, parce que Clang fournit encore d'autres outils pour pouvoir parcourir la compilation database et appliquer Clang Tidy là où on lui demande avec les checkers qu'on lui demande. Et on va essayer de le faire sur LVM en lui-même. Et normalement, je devais me placer dans... Je crois que je vais noter. Parce que LVM est un peu large. Un petit peu. Ça prend un peu de temps à compiler. Et si je me place sous... Oui, voilà, là-dessus. LVM, Clang, Tools, Clang. Et on va faire un run. Là, git status, il n'y a rien. Et là, il y a un petit outil en Python qui fournit, qui est run Clang Tidy pour le relancer en parallèle. Donc, -j pour lui donner le nombre de trucs qu'il faut faire, -fix pour les appliquer. Et comme avant, les -checks pour les checks qu'on veut. Et là, ce que je vais lui demander, c'est de l'appliquer sur le module LVM Tools Clang libAST, donc en gros sur l'AST Clang, et essayer de le faire tourner avec 8 process en parallèle. Donc, ça va faire chauffer un peu ma machine. Ne vous inquiétez pas pour elle. Et normalement, ça, voilà, on commence à avoir des choses qui arrivent parce que grosso modo, il imprime ce qui s'est passé. Là, comme je le lance de manière blind, enfin, j'ai quand même restreint sur le répertoire que je vais lancer parce que je sais qu'il y a des transformations qui vont se passer. Ça prend un peu de temps. Il faudrait, à mon avis, être un peu plus intelligent pour savoir exactement sur les fichiers qu'on veut précédemment, parce que ça, c'est le genre de recherche qu'un indexeur de code pourrait nous fournir plutôt que le découvrir. Ça permettrait d'aller beaucoup plus vite. Et grosso modo, ça te permet de lancer le truc. Et je vais arriver à la fin. Donc, pendant que ça transforme, si vous avez des questions. Oui. J'ai l'impression que c'est quand même pas, excuse-moi. Non, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup d'acquisition de la connaissance du framework que cet outil-là. Clairement, oui. Il y a une grosse connaissance du framework. Après, de notre côté, je ne connais pas d'autres moyens d'accéder au code C++ de manière aussi simple. La nomenclature, elle est comment? Tu mets combien de temps pour être un peu à l'aise avec l'acquisition des méthodes et l'acquisition de toutes les fonctions?
Ça va dépendre de ton background. Si tu as un background de computer science avec du travail sur les compilateurs, ça sera beaucoup plus facile parce que tout ce qui est notion d'AST et des choses comme ça sera naturel. Mais même avec ça, ça prend quand même un peu de temps. Il m'a fallu quand même quelques semaines pour rentrer dedans, et encore, c'était il y a quelques années avec des choses qui étaient beaucoup moins expliquées que maintenant. Dans ma boîte, on a une nouvelle embauchée qui ne bossait pas particulièrement sur la compilation avant. Alors, on n'est pas autonome entièrement pour écrire des majeurs, mais on modifie des existants ou des petits trucs simples. En 2-3 jours, c'était bon. La doc est bien faite, c'est pas que les docs de référence. Sur les matures, c'est pas si mal, je trouve. Sur les matures, pour moi, je trouve ça pas mal. Sur la forme de l'AST lui-même, c'est un peu plus limité. La forme de l'AST, il y a très peu de documentation utilisable. C'est vraiment en manipulant Clang Query, d'où la démarche que j'essaye de montrer. C'est pas forcément pour arriver à un résultat. Le résultat est correct, mais sans être excellent, parce qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. Mais la démarche qui est faite de toujours rebaser sur l'AST pour voir ce qu'il a, c'est à mon avis la seule démarche viable pour arriver à faire quelque chose. Comme vous pouvez le voir, il y a des transformations qui ont été prises. Moi, pour donner un ordre d'idée, déjà, moi, j'ai pas du tout de formation de compilo, etc. Je suis assez self-taught, et j'ai mis 2 jours et demi pour faire la première règle où je supprimais un paramètre, donc qui est vraiment un truc c'est ça qui fait 50 lignes. De toute façon, c'est étape -1, c'est-à-dire d'avoir l'environnement compile mon truc, etc. Est-ce que c'est bien expliqué? Des fois que j'ai pu regarder, il fallait faire 4 clones différents pour inclure un truc dans Clang, etc. Alors, c'est déjà décourageant avant d'arriver sur la première. Oui, parce qu'ils étaient sur une code line très modulaire, ils sont en train de repasser sur une code line monolithique, où là, il n'y aura plus qu'un seul git clone pour arriver qu'à un seul truc. Mais hormis ce step-là, qui est un peu pénible à syncer, je le concède, la documentation pour pouvoir le compiler est assez simple. Parce que grosso modo, c'est 6 mecs, quelques options pour pouvoir éventuellement réduire un peu ton scope. Ça se passe bien. Essaye de compiler. La dernière fois que j'ai essayé de compiler GCC, j'ai pas passé le même temps. Justement, est-ce qu'ils veulent aller plus loin et qu'on puisse écrire des checks Clang-Tidy sans avoir tout le git de Clang? Juste avec l'install binaire, avec les libs et... Tu peux. Alors après, ça sera plus des checks Clang-Tidy. Tu peux fabriquer des outils basés sur Clang sans avoir à te mettre dans la code line de Clang. Ça, c'est sûr, j'ai déjà fait, ça marche très bien, et je sais ce que je fais dès que je sais des outils qui sont beaucoup plus larges que Clang-Tidy. Des outils de refactoring, c'est là-dessus que je me base. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que ça compile beaucoup plus vite, tu n'as pas besoin de tout récupérer. L'inconvénient, personnellement, je le vois quand je veux débugger. Parce que finalement, quand j'ai vraiment des problèmes que je ne comprends pas, je finis par débugger en plein milieu de Clang, et puis j'ai les numéros de ligne de normes qui sortent avec les paragraphes. Ils me disent tiens, il s'est passé ça parce que j'ai fait ça. Ok. Ça peut être utile. Donc, question plus de déploiement, est-ce que vous, sur votre Git, vous allez insérer tout Clang dessus ou c'est... Là, chez moi, oui. C'est ce que je fais. Là, je suis basé sur Clang, j'ai rebasé par-dessus. Parce que, toi, si tu as déjà un gros repo, est-ce que tu vas insérer Clang dans ton repo? On a séparé les repos. Les repos de tooling sont d'un côté et la code line de production est de l'autre côté. Et donc, tous les gens qui font du Clang-Tidy se récupèrent tout le temps? Soit ils se récupèrent tout Clang, soit ils se rebasent, soit ils se branchent par-dessus après installation. Le point tout à l'heure, il y avait eu sur le fait de c'est beaucoup de connaissances du framework. Je pense que c'est aussi beaucoup de connaissances du langage et des particularités qu'il a pour écrire les bons cas de test. Le truc tout bête, le fait de penser que, mince, si on appelle un pointeur au lieu d'appeler quelque chose d'autre, ça risque de ne pas bien se passer. Bon, là, c'est encore un cas simple. Le cas tout à l'heure sur qu'il y a peut-être une différence entre le et de base et le et de cherchage d'opérateur. Le fait de se dire, tiens, si je suis dans un tempête, qu'est-ce qui va se passer? Toutes ces choses-là, une fois que tu as écrit les cas de test, c'est de la connaissance du framework, et pour être capable d'écrire les bons cas de test qui vont tomber dans toutes les formes d'AST différentes qu'il peut y avoir, les différentes formes d'initialisation, si tu veux changer d'initialisation, ça te montre même d'avoir une assez bonne idée de ce qu'il y a sous... Mais quand on connaît, il faut y penser. Oui, et encore, là, tu n'as pas mentionné un des trucs les plus tordus que je me suis aperçu quand j'ai voulu lancer ça sur la code line de LVM, c'est toute la matérialisation des temporaires. Et connaître quand est-ce qu'une temporaire va être matérialisée juste pour un appel de toute copie sur un vecteur sur un std string, j'ai découvert des choses.
CloudTidy vient avec une batterie de trucs par défaut, Mm. nous avons fait au début. On peut participer, alors supposons que notre Modernize Range il soit magnifique, Oui. on push un peu de Tu review, peux. ça arrive dedans. Tu peux, oui. D'accord. Ça y avance vraiment. Tu peux, Fred l'a fait, et j'ai pas fait des checks, mais j'ai fait d'autres choses à côté, D'accord, et la communauté est friendly plutôt friendly. Ça va. Il y a beaucoup de. Tu vas te prendre une première vague de mails qui sont là, genre le point virgule n'est pas là où j'espère. Oui. Là, C'est ça, ça va. Ça, non, ça va. Autrement, ils sont. Après, la difficulté de là, c'est que entre faire un outil pour toi qui marche sur ta code base et faire un outil global qui marche sur toutes les codes base de la Terre, il y a un delta qui n'est pas évident à avoir. Donc je pense que là, il y a un risque quand même. Ouais, moi, là où j'avais été surpris, c'est que j'avais changé une règle qui existait déjà. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait toute une espèce de logique où dans le check, tu peux en plus passer des paramètres au moment de la déclaration du check. Typiquement, là on a montré des modernize, en fait tu peux lui dire modernize, et puis en plus au fait j'ai une bibliothèque à moi qui fait les métiers uniques à ma place. Et donc en fait il va remplacer toutes les créations d'unique par un métier unique à moi. Ah, t'étais tombé sur un cas très... Le jour où tu changes la règle, en fait, tu vas péter ce truc-là, parce que t'as pas compris comment ça marche. T'étais quand même tombé sur un cas très particulier. C'est toujours le cas. Mais là, pour pouvoir proposer ça, par exemple, il faudra déjà gérer d'autres types d'algorithmes, parce que juste copy, ils vont dire non. Grosso modo, automatiquement, si on le boucle sur copy, transform, copy, if, ça commencera à avoir un sens. Il faudrait avoir un peu plus de vérification, enfin, il faudrait aller beaucoup plus loin. Donc là, c'est vraiment un exemple. Le besoin en interne que vous avez communiqué, c'était quoi? Quel besoin qui n'était pas satisfait par ce qui avait disponible? Alors moi, ce que j'avais envoyé, c'était juste un bug qui était très spécifique chez nous, c'est que le Metionic est apparu en C++ 14. Et en fait, alors que le Metcherb est apparu en C++ 11, et il mettait les deux en C++ 11, ce qui faisait péter les compilos qui étaient passés à 11 mais pas à 14. Ce qu'on a contribué aussi, c'est là, ça se voit pas très bien parce que la transformation est assez simple. Il y avait des changements de comportement si on appliquait le fixe directement dans ClangTidy ou si on exportait le fixe et qu'on l'appliquait via Clang Apply Replacement, où là, il y avait des nettoyages de tokens qui traînaient, qui n'étaient pas faits. Et c'est ça qu'on leur a donné aussi. Parmi tous les trucs toujours amusants, il y a les macros qui viennent foutre le bordel. Ah oui. Je l'avais bloqué, c'est un enfer des fois. C'était quoi avant j'acceptais que je fasse une modif pour passer une macro. Tu vas tester sur les locations que tu n'es pas dans une macro, que tu ne résultes pas de l'expression d'une macro. Juste une question un peu qui traîne. Quand je vois ça, j'entends parler du problème des pointeurs et des. Il n'y a pas dans ClangTidy quelque chose qui nous permet d'avoir une postation canonique qui transforme qui permet de voir tous les pointeurs flèches comme des étoiles pointeurs points, et donc du coup ne devait pas se faire chier à traiter les pointeurs comme des cas à part. Non. Non, et je pense qu'on ne peut pas en fait. L'opérateur flèche, tu peux le surcharger. Il a un comportement très particulier. Si tu as un résultat de flèche, tu peux chaîner et déréférencer plus d'une fois le pointeur. Et tu peux le surcharger. Donc ça peut commencer à faire des trucs totalement tordus. En fait, tu as vraiment besoin de savoir si le résultat de ton truc vient de l'opérateur flèche ou pas. C'est pas juste un pointeur. Quand tu faisais cette transformation-là sur Là, oui. flèche, je suppose qu'il se transforme bien en étoile. Là, oui. Là, oui. Mais on pourrait avoir des syntaxes qui font des choses beaucoup plus larges que ça, en fait. Que le résultat de l'expression n'est pas le résultat de l'étoile. Est-ce que vous en servez pour faire des coding rules? Des coding rules. C'est-à-dire que forcer, par exemple, des patterns qui ne sont pas considérés comme viables, On le se relever, c'est un warning. On le fait pas, mais on pourrait. En fait, tu pourrais le ployer directement à des pull requests, en fait. Si tu déploies à tes pull requests, ça va bloquer toute mauvaise nouvelle utilisation. Ça avait été fait pour SafeCookie. Ça avait pas été. Oui. Il se base là-dessus pour faire ça.
un auto ou comme le type déduit Il y a un nœud auto, mais il faut savoir quel est le type. Oui, certainement. À condition de ne pas être dans un contexte de template, auquel cas les choses sont un peu plus générique. Ouais. Et même sur un template, tu as, quand tu as un template qui est instancié 3 fois, bah, dans la ST, tu as le template et ses 3 instanciations. Donc si tu es dans une instanciation de template, là tu peux savoir comment le auto est déduit. Mais si tu es dans le template de base, là, tu sais pas. Après, c'est un excellent moyen de découvrir comment fonctionne le langage en dessous. Vous parcourez LST, vous avez des trucs assez marrants. Principalement sur les templates et les spécifications de templates. On n'a aucune idée de là où c'est vraiment instancié et là où c'est rattaché. D'où leur visibilité. Il y a aussi les implicit cast. Les implicit cast sont très marrants. J'ai découvert aussi le if post expert qui est très amusant. Je n'ai pas encore regardé celui-là. Puisque au niveau de la ST, donc dans le template lui-même, bah, il y a le if post expert avec son else, mais au niveau de la ST des instanciations de template, il a coupé les branches qui y sont pas. C'est le but. Normal. C'est le but. Mais du coup, quand on suppose que le else il existe forcément, enfin, quand on a détecté un else, il y a des cas où on peut avoir un peu des surprises en fait. Par exemple, nous on a une règle de code qui est si on a if, else, if, else, if, else, if, else, if, il faut finir par un else. Bon, on dit est-ce qu'elle a de la valeur ou pas cette règle, c'est une question, on a cette règle-là. Et en fait, quand il y avait un if post-expert, comme il coupait le else final, on détectait que bah, là, tu n'as pas fini par un else, alors que dans le code, on voyait bien le else. Donc, ça peut faire des petites surprises parfois. Et donc dans la ST, ils seront tout. Dans la ST de l'instanciation pour lequel le else n'est pas choisi, le else n'apparaît pas. Par exemple. Ouais. Merci à vous.